soyez-en sûrs, dans ces murs étranges, vieux communs et vieux guidés, il va amuser, diriger, émerger, nul autre divertir, réjouir, éblouir, et pour cela vous paierez, et pour cela vous paierez, monsieur, monsieur, ce que vous voudrez, on vous paiera ce qu'il faudra. Ah, ne parlons pas de cela, une leçon là, cette misère, nous nous entendrons, je l'espère. Un pareil mot doit me suffire. Dites-moi maintenant, dites-moi où je dois vous conduire, où je dois vous conduire. Moi je voudrais voir les théâtres à ce jour l'on s'embêterait, ce jour déjà et ce folâtre offre pour regarder la tête. Soit monsieur, nous irons là et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment nous irons là, oui vous verrez tout cela. Chez moi dans la capitale, pour les divins qui font fureur, portez Valérie, tendons Pasquale et la calasse dans le sapin. Madame, oui nous irons là et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment nous irons là, Oui vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Vraiment, vraiment, nous irons là. vous serez notre guide de la ville explorée. Nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Nous irons partout, nous visiterons tout. Ah, je serai votre guide. Oui, je serai votre guide. Je serai votre guide dans la ville splendide. Et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide. Oui, nous visiterons tout, nous visiterons tout, nous visiterons tout. Il m'aime certaines choses que je voudrais voir. Parlons pas. Sur ce point, il faut et pour cause que ma femme n'entende pas. Ah, vous êtes un gros farceur. Ah, c'est encore bien tout honneur. J'ai deux ou trois courses à faire seule. Parlons bas, sur ce point, il est nécessaire que mon mari n'attende pas. Et la parole me fait peur. C'est un tout bien, tout honneur. Ne craignez rien, tout ira bien.
Bonjour à tous. Bienvenue à ce magnifique cours d'introduction à la programmation en Python. Je vois qu'il y a des gens qui ont encore remarqué la nouvelle intro. Donc, aujourd'hui, je serai votre guide dans ce code splendide et nous irons partout, nous testerons tout. En fait, je me rends compte qu'il est encore un peu tôt. Là. Je pense que on est loin d'avoir tout le monde encore. Là. J'aurais peut-être dû partir ça un peu plus tard en attendant que le monde arrive. Là. En attendant, je vais essayer de régler mon blue screen. OK. Good enough. Ah ouais, la chemise. L'affaire, c'est que la majorité de mon linge est soit noir ou bleu. Puis, comme vous pouvez vous en douter, je peux pas vraiment mettre du bleu. Donc, j'ai comme à peu près le tiers de mon linge que je peux pas mettre en streamant. Fait que des fois, je me ramasse à devoir mettre des choses que je mets pas souvent. Je pourrais aussi faire du lavage plus souvent. C'est une option. J'ai commandé un câble Ethernet de 75 pieds pour être capable de faire la connexion entre mon routeur et ma tour. Malheureusement, il va juste arriver mardi. Fait que ça se pourrait qu'on ait des problèmes aujourd'hui, puis ça se pourrait qu'on ait des problèmes lundi. Mais généralement, jusqu'à date, ça a l'air de juste comme interrompre le cours quelques minutes, mais sinon, je pense qu'à date, vous n'avez pas perdu grand-chose. Là. Ça fait juste briser le flow un peu. Ah, la salle de bain est finie. Là. Elle est finalement finie. Il reste juste à la nettoyer. Là. Parce que bien sûr, on est rendu avec de la peinture partout à terre. Là, fait qu'il faut décaper le plancher. Mais bon, c'est fini, enfin. OK. On est combien, là? On est juste une vingtaine. Finalement, la salle de bain est couleur genre blanc cassé avec des teintes de rouge dedans. Fait qu'il a mis un blanc cassé dessus. Puis étant donné qu'il y avait du rose en arrière, il y a un peu de rouge qui est passé au travers. Fait que c'est une belle couleur, là. Je me plains pas, là. C'est sûr que d'avoir ma salle de bain bright pink, genre grosse princesse depuis quelques jours, ça me rendait fou, là, mais là, ça va. OK. Fait que je pense que le monde a eu le temps d'arriver. On va commencer à travailler. Aujourd'hui, ça va être la même chose que le cours dernier, c'est-à-dire des exercices en vrac, cette fois-ci sur les dictionnaires. La séance dernière, on avait fait ça tout sur les listes, avec beaucoup de compréhension de listes. Là, ça va être des dictionnaires avec beaucoup de compréhension de dictionnaires. Donc, tous les exercices que j'ai faits pour aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, là, il y en a juste 5, fait qu'on devrait pas, ça ne devrait pas s'étaler sur trop longtemps, là, à moins que je me mette à radoter puis à parler beaucoup trop longtemps pour expliquer chaque ligne de code, là, mais ça ne devrait pas être trop long. Toutes les fonctions que je vous demande de faire se résoudent de façon assez raisonnable comme en une ligne. Avec juste un return, un dictionnaire ou une liste en compréhension, that's it. Tous les problèmes sont faits pour être résolus comme ça. Fait que ça va nous faire encore là travailler la compréhension de liste. Je me rends compte que je vous en demande beaucoup de la compréhension de liste. Je vous en demande, je veux dire, j'en fais beaucoup avec vous. Peut-être que ça donne un peu trop l'impression que le monde au complet tourne autour de ça en Python. C'est vraiment pas le cas. C'est juste que c'est une feature qui est tellement spécifique au Python, puis qui est tellement le fun à utiliser que quand vous vous en servez, c'est comme ça donne l'impression que vous savez ce que vous faites en Python. Parce que c'est très pythonique, justement. Fait que c'est pas parce que c'est le skill le plus important à avoir que je vous en fais faire beaucoup, c'est juste parce que
c'est tellement spécifique au Python que même si vous avez programmé dans d'autres langages, c'est pas nécessairement quelque chose avec lequel vous êtes familier. Fait que ça permet de autant apprendre quelque chose qui est réellement utile en Python, c'est pas comme si c'était inutile, on s'en sert énormément des compréhensions de listes, mais aussi pour les gens, pour ceux d'entre vous qui savent déjà programmer, ça vous donne une nouvelle affaire à apprendre que vous n'avez probablement pas appris à moins d'avoir fait du Python. Fait que, genre, pensez pas que l'examen, ça va être 50% de la compréhension de liste, là. Je me rends compte que peut-être que je vous donne une mauvaise impression là, à ce niveau-là. Mais bon, pour l'instant, on va en faire beaucoup. Là, on aura fait 2 séances d'exercice au complet là-dessus. La séance prochaine, où on va mettre ensemble les listes, les dictionnaires, les ensembles, je vais en faire un petit peu moins, puis je vais essayer d'intégrer ça un peu plus. En gros, c'est pour Flex. D'une certaine façon, sauf qu'il faut faire attention, quand on dit c'est possible de flex quand on écrit du code, autrement dit, de juste montrer qu'on sait ce qu'on fait, mais ça ne veut pas toujours dire que tu écris du meilleur code quand tu fais ça. J'ai pas vraiment d'analogie que je peux vous expliquer, que vous allez comprendre rapidement, là, mais le point étant que des fois, je vois des gens qui écrivent, surtout en C++, là, parce que le Python, c'est pas exactement un langage qui est si compliqué que ça. C'est un langage qui est le fun. Mais mettons le C++, qui est très expert-friendly comme langage. Des fois, tu vois des gens faire des choses quand tu lis du code source de d'autres personnes. Puis tu lis sa ligne de code, puis tu te dis, OK, c'est beau. Là, tu voulais show off que tu étais capable de faire tout ça en une ligne, mais ça rend ton code absolument illisible. Fait que c'est comme, des fois, flex, c'est pas nécessairement une bonne chose. On essaye de flex, mais de la bonne façon. OK. Donc, premier exercice. Clé paire d'un dictionnaire. J'ai un dictionnaire qui a des clés et des valeurs, bien sûr. Fait qu'on se rappelle, un dictionnaire, c'est toujours un ensemble. Ben, c'est une série. En Python 3 récent, c'est ordonné. Donc, l'ordre dans lequel, si vous itérez dans un dictionnaire, l'ordre dans lequel les éléments se retrouvent, c'est l'ordre dans lequel ils ont été insérés. Ça, c'est à partir du Python 3.6, j'ai envie de dire. Donc, c'est un Python relativement récent. Je pense que le 3.6, il n'est pas plus vieux que quelques années. Mais bref, pour les biens d'aujourd'hui, ça va être utile, mais pas tant que ça non plus. On ne va pas trop y faire attention. Ça va juste comme marcher. Donc, un dictionnaire, c'est un ensemble de clés et de valeurs. Les clés peuvent être de n'importe quel type, les valeurs peuvent être de n'importe quel type, du moment que ça rentre dans un dictionnaire, là, sans trop rentrer dans les détails. Il y a des types que, par défaut, on ne peut pas s'en servir comme clés juste parce qu'ils ne sont pas compatibles, mais mettons des strings, des nombres, ça peut servir de clé. Donc, j'ai mes clés, j'ai mes valeurs. Moi, ce que je veux, c'est retourner juste les clés qui sont paires. Donc, j'ignore leurs valeurs, je veux juste les clés qui sont paires. Fait que, mettons que... mettons, juste pour se réchauffer, celle-là est facile, là. Mettons, juste pour se réchauffer, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Comme d'habitude, si vous voyez des coquilles, vous me le dites tout de suite dans le chat. J'ai réussi à en trouver quelques-unes avant le cours, là, mais si vous en voyez, vous me le dites.
OK. Comme je dis, celui-là, il était juste pour se réchauffer, fait que on est capable de faire ça vite. On va commencer par le faire en plusieurs lignes, puis ensuite, on va tout mettre ça ensemble, encore là, pour se pratiquer, parce que là, on n'est plus avec des listes, on est avec des ensembles et des dictionnaires. Le concept de compréhension de liste fonctionne de la même façon. Tu sais, c'est encore expression, boucle, condition, sauf que là, maintenant, on a des clés puis des valeurs, puis c'est un peu différent. C'est juste ce qu'on met à l'intérieur est différent. OK, donc, extraire les clés. Il y aurait plusieurs façons de le faire. Une façon, ce serait tout simplement de le faire à la main. Donc, ici, moi, ce que je veux, c'est de le mettre dans un ensemble. Fait qu'ici, vous pouvez voir que j'ai utilisé des accolades au lieu d'utiliser des crochets. Donc là, ça va faire un ensemble. Quand on met des accolades comme ça, si on met des valeurs de même directement, ça va créer un set. Tandis que si on met des valeurs avec des clés, fait que mettons que j'ai des valeurs, des clés entières et des valeurs en string, comme ça, là, ça va créer un dictionnaire. Fait que le fait de mettre une association clé-valeur dans une accolade, ça me fait un dictionnaire, puis si on met juste des valeurs, autrement dit juste des clés, ça fait un ensemble. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est le créer dans un ensemble. N'oubliez pas, dans la question, on dit créer-le sous forme d'ensemble, donc pas sous forme de liste. Les ensembles, dans le fond, ça enlève les doublons. Dans ce cas-ci, on n'aurait pas parce qu'on le fait à partir d'un dictionnaire, mais bref. Un ensemble, ici, ça a plus de sens qu'une liste. OK, donc je prendrais, mettons, key for key value in. Fait que là, en fond, ce que je vais faire, c'est que j'itère à travers mon dictionnaire. En fait, mettons que je ne le fais pas en compréhension, là, ici. Mettons que je le fais comme ça. Là. Donc, for comme ça. Puis là, quand on veut itérer dans un dictionnaire, vous l'avez vu, on fait .items. Donc, quand vous faites le .item sur un dictionnaire, ce que ça retourne, c'est un objet itérable sur lequel on peut itérer avec un tuple. Donc, premier élément, c'est une clé. Deuxième élément, c'est une valeur. Moi, ce que je veux, c'est keys ici, .add. Puis là, je peux mettre tout simplement ma clé. Donc, mon cas. Fait que premier élément, ici, dans le tuple, c'est la clé. Deuxième élément, c'est la valeur. Si je veux faire ça maintenant en compréhension de liste, ou en compréhension d'ensemble, dans ce cas-ci, je fais exactement la même chose. Donc, ce que j'ai mis ici, je le mets là. Ensuite, j'ai mon for comme ça. Et voilà. Donc ça va me donner toutes les clés. Puis là, étant donné que ce que j'ai comme expression ici, c'est un objet. Donc, dans ce cas-ci, ça va être des, mettons, c'était des int. Là. Je pense que dans l'exemple, mes clés, c'est des int, mes valeurs, c'est des strings. Fait que là, étant donné que c'est juste une valeur, le cas, ou juste une clé, ça va construire un set. Tandis que si j'avais voulu, mettons, juste recréer le dictionnaire au complet, quelque chose de même. Si j'avais fait K2.V, en passant le 2 points, vous pouvez mettre des espaces autour, ça ne change rien, c'est juste que par convention, on le colle sur la clé, de la même façon qu'on colle une virgule sur le mot qui vient avant. Hein. Ça, cette syntaxe-là aurait créé un dictionnaire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste extraire les clés. OK, so far, so good. Mettons qu'on veut extraire juste les clés paires. Ben moi, ce que je veux, c'est sauter par-dessus les clés qui sont en paire. Donc, ici, je pourrais rajouter une condition qui est if k, mettons, modulo 2 égale 0. Autrement dit, je prends seulement celles qui sont paires. Puis ça, ben, je peux mettre ça directement dans mon return. Comme ça. Puis bien sûr, enlever les deux autres lignes qui n'ont pas besoin d'être là. Puis c'est pas mal ça. Fait que vous voyez, c'est la même syntaxe que pour une liste, sauf que là, ici, je l'ai mis entre accolades. Puis étant donné que j'ai juste mis des valeurs simples ici, ça m'a créé un set, tandis que si j'avais mis une valeur 2 points, une autre valeur, ça m'aurait créé un dictionnaire. Fait que c'est pas mal ça pour la question.
Il y aurait moyen de faire ça un peu plus simplement. Fait que mettons qu'on va s'en remettre aux tout-puissants Internet. Chose qu'on aime bien faire parce qu'on est programmeur. On se rappelle qu'un bac en ingénierie, surtout en génie informatique, c'est 50% de comment googler les affaires qu'on veut savoir. Donc Python, dictionary, get keys, mettons. Fait que mettons que je regarde ici. Keys. Ah, il y a la fonction .keys, donc la méthode keys dans le dictionnaire qui nous permet d'obtenir directement les clés. Fait que juste pour le fun, on va commencer par tester, voir si ça a de l'allure. Donc ici, ça me devrait me donner les seules clés paires, c'est 420 et 9000. Je devrais éliminer le premier. Donc 9000 et 420. Donc ici, remarquez que l'ordre n'est pas important. Ça se pourrait que vous ayez un affichage différent que le mien, parce qu'il me semble que les sets ne sont pas ordonnés, mais il faudrait que je vérifie. Mais le point étant que si vous avez deux sets qui ont les mêmes éléments dedans, mais qui n'ont pas l'air d'avoir le même ordre, quand vous faites égal dessus, donc, mettons que j'ai spam égale 1, 2, donc l'ensemble 1, 2, je vérifie le type de spam est bel et bien un set, et que je fais eggs égale 2, 1, le type de eggs est bel et bien un set. Eggs, lui, il les met ordonnés. Fait qu'ils ne sont pas en ordre, pardon, d'insertion, mais en ordre de clé. Le point étant que c'est pas super important. Là. Quand vous faites égal sur les deux, là, fait que mettons que je fais spam égal eggs, même si je ne les ai pas insérés dans le même ordre, ça me donne true parce qu'ils ont les mêmes choses dedans. Donc, si on regarde le résultat que ça me donne, donc ça me donne bien 9420, c'est beau. Ici, au lieu de faire tout ça, là, j'aurais pu... Ici, ma condition, j'en ai encore de besoin. Fait que c'est sûr que je devrais garder ma compréhension d'ensemble, mais au lieu de faire un point items, je pourrais faire pour K dans dictionary.keys comme ça. Ça me donne le même résultat. C'est un petit peu plus clean, ça m'évite d'avoir à traîner une valeur qui ne sert à rien. Ça, c'est pour le premier exercice. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment de questions. Là, il est assez straightforward. C'est des choses qu'on a déjà faites avec les listes. Celle-là, concaténer une liste de dictionnaires en un seul dictionnaire. Le concept est à peu près le même. Celui-là, par contre, il est un peu plus difficile à faire en une seule ligne. Ne serait-ce qu'à cause que vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux à la chose. Fait qu'encore là, on va essayer de le faire en plusieurs lignes, puis ensuite on va les mettre ensemble. Mais la dernière fois, on a vu comment faire de la compréhension de liste à imbriquer, à plusieurs niveaux. En gros, c'est pas mal ça qu'il faut faire. Fait que mettons que j'ai un dictionnaire quelconque, et j'ai un autre dictionnaire quelconque, mais qui sont les deux compatibles, là, pour que ça ait un peu du sens. Ça n'a pas besoin d'être compatible, mais ça aide. Moi, ce que je veux, c'est à la fin avoir un dictionnaire qui contient à la fois les données de celui-là et les données de celui-là. Donc, en un seul dictionnaire. Fait que c'est comme si j'avais concaténé deux listes, mais là, je veux le faire à la main. Fait que je vous laisse essayer de faire ça. Celui-là, essayez de le faire comme juste avec des opérations de base, là, essayez de ne pas trop utiliser les méthodes, juste pour comme garder le défi. Fait qu'on essaie de faire ça.
OK. Oh, en passant, la musique que j'utilise quand j'attends que vous fassiez des trucs de votre bord, là, juste pour remplir le silence, c'est la pièce Trilogy écrite par Dave Marek et interprétée par Joseph Vissot, percussionniste à la faculté de musique, avec qui j'ai travaillé quelques fois. Puis ça, c'était sa pièce de récital de maîtrise. Je me rappelle pas si je vous l'avais dit, en fait. OK. Donc, comment on fait ça? Là, ici, il y aurait plusieurs façons de le faire. On va commencer par le faire comme normalement en plusieurs lignes, puis ensuite, on va essayer de le faire tout en une ligne. Puis là, on va voir que dans ce cas-ci, le faire en une ligne, c'est pas tant plus beau que de le faire en plusieurs lignes, mais ça dépend des goûts. Donc, moi, ce que je veux ici, là, dictionaries, comme le dit l'énoncé, c'est une liste de dictionnaires. Fait que je ne sais pas d'avance il y en a combien les dictionnaires. Si on regarde un peu dans la documentation des dictionnaires en Python, vous pouvez faire un update d'un dictionnaire à partir d'un autre dictionnaire. Et vous pouvez aussi faire des additions sur le point items d'un dictionnaire. Donc, si vous ne pouvez pas faire un dictionnaire plus un dictionnaire, mais vous pouvez faire un dictionnaire point items plus un autre point items. Ça marche. Mais ça ne nous aide pas tant que ça parce que on ne peut pas juste enchaîner des additions comme ça vu qu'on ne le sait pas d'avance il y en a combien. Si j'avais 2 dictionnaires ici, mettons que la question c'était vraiment juste d'en additionner 2 et non pas une liste, je pourrais juste faire le premier point items plus le deuxième point items, retourner ça dans un dictionnaire et voilà. Fait qu'ici, mettons que je le fais. Fait que d'abord, je vais devoir passer à travers mes listes nécessairement. Fait qu'ici, je vais me faire, mettons, un résultat qui va être accolade vide. Si vous mettez accolade vide, ça crée un dictionnaire vide. Et non pas un ensemble vide. Si vous allez créer un ensemble vide dans la vie, vous faites set comme ça avec son constructeur par défaut. Comme ça. Si vous regardez un peu dans la documentation du dictionnaire, vous avez vu qu'il y a un point update. Donc, point update, c'est un peu comme le point append pour les listes. Donc, ça prend le contenu d'un dictionnaire et ça l'ajoute dans un dictionnaire existant. Fait que là, ce que je pourrais faire, c'est passer à travers chacun des dictionnaires. Comme ça. Faire result.update d. Return result. Fait que mettons que je fais ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la bonne chose. Mettons que je voulais faire ça en une seule ligne. Là, l'affaire, c'est que je ne peux pas genre faire un point update à l'intérieur d'une compréhension de dictionnaire. C'est pas de même que ça marche. Si j'essaie de recréer ça, ce que ça va me faire plutôt, c'est que je vais mettre les dictionnaires dans une liste. Ça ne va pas faire grand-chose. Parce que là, je vais essayer de me faire un dictionnaire de dictionnaires. Au mieux, c'est ça que je vais faire, ce qui n'est pas plus que j'ai de besoin. Ce que je peux faire, c'est tout simplement dérouler tout ça puis le faire à la main. Fait que mettons que Dictionaries, là, il n'y a vraiment rien que je peux utiliser. Je ne peux pas faire des points update, je ne peux pas faire grand-chose, je peux juste en créer des nouveaux. Ce que je pourrais faire, c'est... Puis là, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être plus académique. Là. C'est juste pour vous donner un exemple. C'est pas nécessairement la bonne solution parce qu'elle est un peu verbeuse puis pas super belle. Là. Je retourne. Une valeur, une clé et une valeur. Donc, on se rappelle que l'expression qu'on doit mettre ici dans un dictionnaire, c'est la clé et la valeur. Pour chaque dictionnaire dans ma liste de dictionnaires, ça me donne un dictionnaire. Moi, ce que je veux, c'est ensuite le dérouler pour aller chercher chacune de ces paires clés-valeurs. Donc, je me rajoute un autre for après qui est pour chaque clé-valeur dans mon dictionnaire courant, donc celui de cette boucle-là, point items. Donc, qu'est-ce que ça donnerait comme équivalent en plusieurs lignes? Là? Ce serait essentiellement
Mettons que j'ai encore mon result ici. Ce serait pour D dans le dictionnaire. Puis ensuite, pour clé valeur dans ce dictionnaire-là, result.update clé value. Il me semble que c'est ça. Non, update c'est... je pense que c'est juste plus égal, comme ça. Clé value. Ce serait l'équivalent de ça. Ça, c'est pas super clean. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est beau. Mais c'est un peu verbeux, puis on a l'impression qu'on fait des choses pour rien, alors que ça, c'est un peu mieux. Fait que là, je vous dirais, ici, clairement que pour résoudre l'exercice, il y a moyen de le faire en une seule ligne. Si on n'utilise pas des itérateurs un peu plus avancés, c'est pas mal la façon la plus facile de le faire en utilisant des trucs de base. Ça, c'est pour joindre des dictionnaires. Ensuite, premièrement, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ici, ce que ça fait en passant, c'est que ça passe à travers la liste, donc j'ai pas besoin d'un nombre précis de dictionnaires. Là. Je peux en avoir une quarantaine, on s'en fout. Pas vraiment l'air d'avoir de questions. Celui-là, il n'était pas évident, mais il n'était pas particulièrement difficile non plus. Si vous faites le étoile pour le dérouler, oui, ça marche. Là, le problème, c'est que tu es limité à... Il faut que tu l'écrives pour chacun des éléments. Je pense pas que tu peux mettre ça directement dans une liste, le double étoile. Mais oui, le double étoile, là, qui fonctionne aussi avec les tuples, là, qui permet de faire à semblant que tu les as mis un par un à la main au lieu de les mettre comme un ensemble. Mais là, l'affaire, c'est qu'on ne sait pas d'avance on en a combien. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas fou, c'est pas fou. C'est un bon truc, ça, de se rappeler d'utiliser l'étoile. Je ne voulais pas me montrer parce que je juge que c'est un peu plus avancé. Je vais peut-être plus faire ça au prochain cours. Puis je vais peut-être plus faire ça quand on va voir les fonctions. Parce que ça, c'est peut-être pas l'utilisation la plus le fun de l'opérateur étoile qui déroule comme ça un ensemble de quelque chose, une séquence. L'utilisation la plus le fun, c'est quand tu veux utiliser un tuple pour envoyer plusieurs paramètres à une fonction. Ça, c'est le fun. Mais ça, on va le voir en même temps qu'on va faire les fonctions. OK, fait qu'on va passer au prochain. Donc, générer un dictionnaire à partir d'une liste. Donc, imaginez que ça, c'est ma liste qui représente mes clés et que ça, c'est une liste qui représente mes valeurs. Comment créer un dictionnaire à partir de ces clés-là et de ces valeurs-là? Et bien sûr, les deux peuvent avoir des tailles différentes, donc on prend ce qui est le plus compatible. Donc ici, étant donné que j'en ai juste 3, puis ici j'en ai 4, je vais avoir 3 éléments au total dans mon dictionnaire. Si ici j'avais eu 5 éléments, puis ici j'en aurais eu 3, à la fin j'en aurais eu 3. Vous pourriez dire que c'est peut-être pas la façon la meilleure de le faire, parce que ici les clés qui n'ont pas de valeur associée, on devrait juste les mettre à none, mais c'est plus simple si on le garde comme ça. Fait que le résultat ici, ben, ça doit être chacune des clés ici associées avec chacune des valeurs jusqu'à temps qu'on soit la plus petite des deux tailles. Donc, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser pour faire celui-là. Je vous laisse encore là un petit 2 minutes. Ou en fait, ouais, ok, je vais vous laisser un petit 2 minutes pour le faire. Puis après ça, on va le faire ensemble. Cela, il faut y penser un petit peu.
OK. Avant qu'on rentre dedans, je voudrais juste vous demander un petit truc. Parce que je vois qu'on est quand même une trentaine là, en ce moment dans le cours. Puis en même temps, ça va me faire utiliser une nouvelle feature que j'ai. Est-ce que vous vous en servez de ce temps-là que je vous donne? Tu sais, quand je vous dis, voici l'exercice, j'explique tu sais, au cas où que l'énoncé soit pas clair, puis ensuite je vous laisse comme 2-3 minutes pour le faire par vous-même. Ce qui serait l'équivalent en classe de vous laisser le faire puis de me promener entre les rangées, là. Tu sais, parce que bien sûr, je reste dans le chat pendant ce temps-là, puis je réponds aux questions, là. Est-ce que vous vous en servez de ce temps-là? Puis là, juste pour le fun, parce que ça me prend une raison pour m'en servir, parce que j'ai passé comme 1 heure à gosser du CSS pour faire ça, on va faire un sondage, mais un sondage en bonne et due forme. Donc, comme ça ici. Puis là, vous pouvez voter dans le chat en appuyant sur le numéro de l'option. Ça m'a tellement pris de temps à faire tellement d'heures de CSS pour être capable d'ajuster ça. My goodness. Anyway. Puis en même temps, ben, ça me permet de voir c'est quoi le nombre de viewers qui sont vraiment là versus le nombre qui sont juste passifs. Fait que là, mettons qu'il y a 17-18 personnes qui vont avoir voté, puis là, je vois qu'il y a 30 viewers dans le stream. Des fois, je me demande comment Twitch compte les views, mais bon. Avec ce truc-là, j'ai pas trouvé de façon de pouvoir corriger les votes. Donc, si vous êtes trompé dans votre vote, vous pouvez pas voter une autre fois, malheureusement. Probablement que ce que je vais essayer de faire comme exercice plus tard dans la session, donc une fois qu'on aura vu les fonctions, fait que ça devrait être vers la fin, vers le 2e cours de la semaine prochaine, ou plutôt le 1er cours de la semaine d'après. Je pense qu'un des exercices qu'on va faire, là, ça va être essayer d'écrire un chatbot pour Twitch en Python. Parce que je sais que ça se fait avec une aise relative. On va essayer de faire un chatbot en Python ensemble. OK. Fait que la très grande majorité nous dit que oui, vous aimez ça quand je vous donne du temps pour faire les exercices. Ouais, c'est ça. Si vous voulez voter, vous faites vraiment juste voter le numéro tout seul dans un message. Puis dans un autre message, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Fait que vous pouvez même écrire, me semble, le texte. Fait que si vous avez écrit oui, fait que mettons que moi, j'essaie d'écrire oui, vous voyez, ça a fait voter. Fait que ça marche aussi si vous écrivez le texte directement. OK. Fait que c'était mon excuse pour partir un sondage juste pour tester de quoi ça a l'air durant le stream. Fait que là, j'ai même une petite animation qui me dit... En passant, c'est pas moi qui ai fait l'animation. J'ai pris ça sur Internet. Il y a quelqu'un qui a passé clairement des heures à faire ça. Moi, j'ai passé des heures à ajuster le CSS pour que ce soit bien formaté dans le stream. OK. Donc, vous aimez ça que je vous laisse du temps. Parfait. Maintenant, je le sais. OK. Fait qu'associer les clés et les valeurs. On va commencer par le faire à la main. Ici, je pense pas que j'ai vraiment besoin de commencer à le faire sur plusieurs lignes, puis ensuite on le met ensemble. Je pense que c'est assez évident pour que vous puissiez... Non, on va le faire. On va le faire ligne par ligne. On va le faire ligne par ligne. OK. Donc, result, encore là, dictionnaire vide, parce que moi, ce que je veux à la fin, c'est un dictionnaire, right? Oh, en passant, ici, là, si on veut utiliser le même truc de formatage qu'on a fait la dernière fois, là, parce que là, on est sur 2 niveaux, même si c'est co, on pourrait décider de se séparer. Quelque chose de même, ce serait un petit peu plus lisible. Hein? Ce serait une expression pour une boucle imbriquée dans l'autre, c'est peut-être un peu plus lisible. Fait que ici, mettons que je commence avec un dictionnaire vide.
moi, ce que je veux, c'est, pour, mettons, l'élément I de keys, je veux l'associer avec l'élément I de values. Right? Fait que je vais avoir, mettons que j'ai une boucle for I in quelque chose. Puis ici, ça devrait avoir l'air de quelque chose comme result. Puis là, ce que je mets comme clé, ça va être keys I. Fait qu'on se rappelle que pour accéder ou pour créer un élément d'un dictionnaire, on fait crochet sur le dictionnaire. Fait que comme pour accéder au IM élément d'une liste, ben là, on accède au... ça fait que la clé, c'est comme l'index dans le dictionnaire. Puis c'est pas obligé d'être un nombre. Fait qu'ici, je sais que le IM élément de ma clé, de ma liste de clés, doit être associé au IM élément de ma liste de valeurs, comme ça. Puis mon I doit aller de 0 jusqu'à la taille de la plus petite des deux listes. Fait que si je veux la plus petite des deux listes, je vais prendre le minimum de la longueur de ces deux listes-là. Donc len, keys et length values. Comme ça. Ça me donne la taille de la plus petite des deux listes. Je mets tout ça dans un range. Puis ça marche. Puis ensuite, bien sûr, je fais le return result. Ça se fait assez rapidement si on veut juste le convertir en compréhension dictionnaire. Donc, return de même. Donc, je prends mon expression. Fait que là, mon expression, il faut un peu que je la décode. Hein. Ça, c'est ma clé. Donc, ça, c'est la valeur de ma clé. Donc, c'est l'expression que j'utilise pour exprimer ma clé. Puis ça, ce qui est à droite de l'assignation, c'est l'expression qui représente ma valeur. Donc, ce qui est à l'intérieur des crochets, c'est l'expression qui représente ma clé. Fait que c'est pour ça que c'est là que je le mets. Puis ensuite, ben, je prends ma boucle for de la même façon que je l'ai fait ici. Donc, pour I dans le range minimum entre les deux. On s'assure que je n'ai pas fait de niaiserie. Moi, c'est quoi que c'est supposé de me donner? J'ai do avec nice, do avec nice, do avec nice. Nice. Et oui, ça marche. Fait que ça, c'est beau. Puis là, on voit que le dernier élément ici, il est juste jamais apparu parce qu'il n'y aurait pas de clé associée à celui-là. Fait que ça, là, il était assez basic. Il fallait juste comprendre que ce qu'on met dans l'expression ici, il faut un peu le décoder. Ensuite, ça, je l'ai fait vraiment à la main. J'ai utilisé juste des trucs built-in très simples, des opérations élémentaires d'assignation dans les dictionnaires. Je vais profiter de cet exercice-là pour faire juste une petite parenthèse sur la fonction zip. Ou en fait, qui n'est pas une fonction, qui est un type, là, mais... Si vous... Tu sais, mettons, ce que j'ai fait ici, là, on va ignorer la compréhension que j'ai mis là. C'est quoi que j'ai fait ici, finalement, là? Si on ignore le fait que je mettais ça dans un dictionnaire, mettons que ce que je faisais, là, c'était genre print keys I, comme ça, 2 points, values I. Right? Mettons que je fais ça là, au lieu de faire ce que j'ai fait. C'est ce que ça me donnerait. On s'entend que ce que j'ai fait essentiellement, c'est itérer sur deux listes en même temps. Puis comment j'ai itéré sur deux listes en même temps? C'est que j'ai utilisé un index qui est commun pour les deux et qui va à un range qui est compatible entre les deux. Autrement dit, de 0 jusqu'à la plus petite des deux listes. Si vous voulez itérer sur plusieurs affaires en même temps en Python, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser zip. Donc, Python zip. Mettons que vous avez un tuple ou une liste, puis un autre tuple puis une autre liste. Si vous faites zip, ce que ça va créer, c'est un objet itérable. Un objet itérable, ça veut dire que j'ai le droit de faire une boucle for dessus. Tu sais que le for x in y fonctionne. C'est ça un itérable finalement. Ça va faire que j'ai maintenant une liste
une liste, pas une liste, là, c'est un objet itérable, on va faire à semblant que c'est une liste dont chacun des éléments est un tuple dont chacune des valeurs correspond au ième élément de chacune des séquences qui est ici. Fait que mettons que je prends cet exemple-là. Puis là, je vais me mettre, mettons, à la fin de mon main ici. Print. J'ai vu que sur Teams, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ma dramatisation de comment ils ont développé la multiplication de strings. Donc, mettons que je fais ça ici. J'ai mon A, j'ai mon B. Si je fais for, je sais pas, moi je vais l'appeler C. Mettons, je vais l'appeler AB. AI, BI, in, zip, AB, comme ça. Puis que je fais print F, puis là je pourrais mettre mon AI, mon BI. Fait que mettons AI, BI. Fait que là je vais me retrouver avec mon AI, mon BI, chacun sur une ligne. C'est quoi le problème? Ok, non, c'est bon. Ça, c'est ce que ça me donne. Puis là, on peut voir que mon AI, c'est le premier élément. Tu sais, mettons que je passe à travers ma boucle. Chacune des itérations de ma boucle, c'est le ième élément de chacune des listes. Puis ça, vous pouvez le faire avec autant d'éléments que vous voulez. Là. Fait que mettons que j'avais un troisième ici, puis là, je vais sortir un autre outil que j'aime beaucoup pour générer des noms, parce que là, vous voyez, j'ai généré des noms. Mais moi, des noms, ça ne me tente pas d'avoir à y penser rapidement. Donc, il existe un petit programme sur Internet que vous pouvez trouver sur GitHub qui s'appelle QNG, qui est le Keb Name Generator. Ça, c'est un programme écrit en Python, donc vous pourriez aller lire le code source et essayer de le comprendre, qui génère aléatoirement des noms québécois à partir de la liste des noms les plus populaires au Québec. Donc, mettons que je fais QNG. Mettons que je fais QNG 10, ça va me générer 10 noms aléatoires, des noms très québécois. Donc ici, je pourrais prendre ces noms-là et les mettre ici comme ça. Fait que quand vous avez besoin de nommer quelque chose, mais que vous ne voulez pas lui donner un nom qui est trop random, mais en même temps un nom qui ne veut rien dire, vous pouvez utiliser QNG. Le Keb Name Generator. Donc, si j'ai John, Jenny et Melissa, j'ai Charles, Christy puis Véronique, et j'ai Mike, Monica puis Julie. Vous voyez, je vous fais découvrir des choses à tous les jours. À un moment donné, je vais vous montrer comment je génère des strings aléatoirement, comment je génère des longs textes. Vous allez voir, c'est très croustillant, mais pas pour aujourd'hui. OK, fait que mettons que j'ai AI, BI, puis là, je préfère, mettons, CI, IN, A, B et C. Là, ce qui arrive, c'est que chacun des éléments de cette affaire-là, c'est un tuple dont le premier élément, c'est le ième élément de B, le deuxième, c'est le ième élément de B, blablabla, jusqu'à C. Puis chaque élément est un tuple. Fait qu'ici, quand j'itère comme ça, là, avec cette syntaxe-là, X, Y, Z, in quelque chose, ça veut dire que l'affaire qui est retournée, chaque élément doit être un tuple. Fait que ici, je pourrais mettre AI, BI, CI comme ça. Et je me retourne encore là. Fait que là, vous comprenez un peu c'est quoi le concept de zip. Mettons que je fais la même chose, mais que ici, je vais l'appeler, mettons, Z. Mettons que je fais Z comme ça. Qu'est-ce que Z? Donc, si je ne mets pas de virgule, si je mets juste un élément, ben là, plutôt que de séparer le tuple en plusieurs variables, ça va me donner une variable qui est le tuple. Fait qu'ici, la deuxième fois que je fais ma boucle, ce que ça me donne, c'est un tuple. Fait que mettons que ici, pour une raison quelconque, j'ai zippé, mais genre, je ne sais pas j'ai combien d'éléments dans mon zip. Ben ici, je pourrais
faire une autre boucle. Donc, pour, mettons, lm in z, faire, mettons, print f lm. Puis là, il me semble que c'est delim égal. C'est end, pour pas mettre de retour de ligne à la fin. Mettons que je fais ça de même. Là, j'ai déroulé mon tuple. Fait que c'était ma parenthèse juste pour montrer c'est quoi zip. C'est très utile quand vous avez besoin d'itérer sur plusieurs séquences en même temps et pas nécessairement avec un index. Parce que là, quand je l'ai fait, mettons que j'utilise ces valeurs-là pour itérer dessus. On s'entend que ça fonctionne d'itérer avec un index qui est un entier parce que c'est tous des tuples ou si c'était des listes, ça revient au même. C'est des séquences sur lesquelles je peux indexer avec un entier. Mais un dictionnaire, ça ne s'indexe pas avec un entier nécessairement. Si je fais un dictionnaire crochet 0, ça ne veut pas dire le premier élément. Ça veut dire la valeur qui est à la clé 0. Ici, le concept d'index n'existe pas vraiment. Donc, si vous faites un zip, ce que ça vous permet, c'est d'itérer en même temps sur différentes séquences, mais qui n'ont pas le même mode d'indexation. Donc, si je zip, par exemple, un tuple et un ensemble. En passant, c'est juste une parenthèse que je fais sur zip parce que je sais qu'on a du temps. Donc, mettons que j'ai A ici, qui est un tuple. Mettons que j'ai B ici, qui est une liste. Et mettons que j'ai C, qui est un ensemble. Si je fais C0, C étant un ensemble, il me dit un set, c'est pas indexable. Subscript, ça veut juste dire index. Fait que là, mon truc d'avoir un i qui va de 0 à la taille de la plus petite, ça marche pas. Par contre, si je les zip, donc mettons que je fais le même truc que j'ai fait ici. Donc la boucle que j'ai faite là, qui fonctionnait avec des tuples, là maintenant, elle va encore fonctionner. Vous voyez? Même si ces trois objets-là n'ont pas le même mode d'indexation, n'ont pas le même mode d'accès plutôt, si je les zip ensemble, je n'ai pas besoin de savoir comment faire. Ça va fonctionner tout seul du moment qu'ils sont itérables. Fait que, en gros, si vous avez besoin d'itérer en même temps sur une liste, un dictionnaire puis un ensemble, faites-le avec un zip parce que ça ne fonctionnera pas avec des index. Donc ça, c'était ma parenthèse sur zip. Encore là, c'est quelque chose qui est très pythonique d'utiliser zip. C'est pas quelque chose qui est nécessairement présent dans tous les langages. Il y aurait moyen de faire un zip en C++, ce serait pas si compliqué que ça, mais le point étant que c'est pas built-in. Donc ici, au lieu de tout ce code-là, donc ici, au lieu de tout ça, et même au lieu de celui-là, ce que je peux faire, c'est... Oups. On remarque que ça, essentiellement, c'est juste fait pour itérer sur deux affaires en même temps. Fait qu'on va faire return zip les deux listes, donc keys et values. Zip, en passant, si vous regardez la documentation, ça dit que ça fait le même concept qu'on a fait tantôt. Ça prend la plus petite des deux listes pour limiter l'itération. Donc, si vous avez une liste de 3, une liste de 4, ça va faire 3 éléments. Puis on sait qu'un dictionnaire, on est capable de construire ça à partir d'une liste ou d'un itérable de tuples, d'un tuple de 2 éléments où le premier est une clé, le deuxième est une valeur. Donc, je peux juste tout simplement construire mon dictionnaire comme ça à partir du résultat de mon zip. Donc, tout ça, ça peut être remplacé par ça. Et ça fonctionne. C'est sûr que ça, c'est pas comme de la programmation très générique, très abstraite. C'est juste utiliser la librairie de Python comme du monde. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? S'il n'y a pas de questions, on va prendre une pause. Parce que ça fait quand même 1 heure qu'on est là-dessus.
En revenant de la pause, on va faire les 2 derniers exercices qui sont pas nécessairement difficiles. Encore là, ils se règlent en une seule ligne, mais bon, c'est le challenge, c'est comment on fait fitter ça en une ligne. Donc, j'attends quelques minutes pour voir s'il n'y aurait pas, plutôt quelques secondes, s'il n'y aurait pas des questions dans le chat. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. OK, c'est bon. Donc, on se revoit dans... Je sais pas, là... Est-ce que vous pouvez descendre un peu? Bien sûr que je peux descendre un peu. C'est quoi que tu veux savoir? Si tu as besoin que j'explique quelque chose, tu peux juste me le dire, là. Ah, OK, c'est bon. Juste quelque chose qui n'était pas clair. OK, donc on se revoit dans un peu moins de 10 minutes, là, dans... Mettons, il était 44, là. Mettons dans 8 minutes, là, ça va être bon. Donc, à tout à l'heure.
OK. Donc, nous sommes de retour. J'espère que vous avez apprécié la musique. Cette fois-ci, la musique pendant la pause, donc la première pièce de comme 7 minutes, c'était la Symphonie Minute de José Evangelista, qui est un compositeur montréalais d'origine espagnole, qui a travaillé, je crois, à l'Université de Montréal. Si je ne me trompe pas, à une époque, il me semble qu'il était prof à l'UDM. Donc, interprété par l'Orchestre 21, dirigé par Paolo Biemamia, qui se retrouve à être mon co-superviseur de maîtrise. Et ensuite, étant donné que je trouvais que c'était une pièce qui est un peu intense, moi je l'aime beaucoup, mais elle est un peu intense, j'ai fini ça avec une pièce d'improvisation d'oud et de piano par le groupe Octo Echo, dirigé par Katia Maglici-Warren. Je crois que c'était Katia au piano d'ailleurs. OK. Revenons à nos exercices. Ici, donc, plus grande valeur d'un dictionnaire. Donc, j'ai un dictionnaire pour lequel on va assumer que les valeurs ont des relations de grandeur entre elles. Donc, un nombre est plus grand qu'un autre nombre. Tu sais, on peut faire plus petit sur un nombre. Et une string aussi, hein, on peut faire une string plus petite qu'une autre string. Si, ce que ça fait, c'est que c'est une comparaison tout simplement alphabétique. Donc ici, mettons que je m'en essaye une rapidement. Si j'ai une string AAA, ou si j'ai juste la string A, puis j'ai la string B, plutôt S1 est plus petit que S2. Donc S1 est plus petit que S2 parce qu'en ordre alphabétique, il est plus petit. Donc on peut faire des plus petits sur des strings. Puis ce que ça fait, c'est que ça va comparer chacun des caractères un par un jusqu'à temps que ça en trouve un qui n'est pas pareil. À quel moment ça va dire s'il est plus petit ou s'il est plus grand. Donc, bref, mettons qu'on a un dictionnaire où, comme valeur, on a soit des entiers ou plutôt soit des nombres ou des strings. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Je veux retourner la liste des plus grandes valeurs. Donc, pas des plus grandes clés. J'ignore c'est quoi qu'il y a dans les clés. Je veux juste retourner les plus grandes valeurs, mais les n plus grandes valeurs. Donc, je ne veux pas juste retourner le max, je veux retourner un n max. Donc, j'ai besoin d'une liste ici. Fait que mettons que je prends le plus grand nombre. Tu sais, si je mets 1 à n, je retourne le plus grand dans une liste d'un élément. Ici, le plus grand, c'est clairement celui-là. Puis si je veux retourner les 3 plus grands, je retourne celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. En ordre décroissant, c'est important. Donc, on va séparer ça en plusieurs morceaux. Fait que tout d'abord, il y a extraire les valeurs. Après avoir extrait les valeurs, on veut, d'une façon ou d'une autre, il ne faut pas oublier qu'on ne veut pas trouver n valeurs précisément. On nous passe le nombre de valeurs qu'on veut en paramètres. Fait qu'on ne le sait pas d'avance. On ne peut pas dire je vais trouver le premier plus grand ou le deuxième plus grand. Il faut que je le fasse de façon dynamique. Fait qu'ici, il y aurait probablement ordonné les valeurs. Puis une fois qu'ils sont en ordre, ben, on peut aller chercher les plus grands et les plus petits. Puis ensuite, ce serait, mettons, choisir les n plus grands. Donc, les n étant num value, ici. Donc, je vous laisse essayer ça. Encore là, je vous laisse 2-3 minutes parce que même si je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui ont commencé pendant la pause, une pause, c'est une pause, puis je ne compte pas le temps d'une pause comme étant du temps pour faire des exercices. Donc, je vais vous laisser 2-3 minutes pour l'essayer.
Alright. Donc, probablement que une bonne partie d'entre vous avait réussi soit à résoudre le problème ou du moins avoir une bonne piste de solution. On va le faire dans l'ordre. Donc, tout d'abord, je veux extraire les valeurs. On a vu tantôt que si on fouille un peu dans la documentation, il y avait un point keys et un point values dans le dictionnaire. Donc, mettons que je veux faire vals ici, il y aurait moyen de, si je veux l'extraire en liste, de tout simplement de faire v ici in dictionary.items for kv in dictionary.items. Je pourrais le faire à la main ou je pourrais tout simplement faire dictionary.values comme ça. OK. Ensuite, si je veux ordonner les valeurs, petite recherche Internet va me le dire. Donc, Python sort list. Donc, je peux faire .sort. OK. OK, c'est bon. Je peux faire .sort sur la liste. Values ici. Je vais peut-être juste le mettre comme ça pour être sûr que ce soit bel et bien une liste. OK. Dictionary is not defined. J'ai une faute dedans. Pas grave. OK, c'est bon. Mettons que je retourne vals là, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. OK, get greatest values ici. Plutôt liste de même. OK. Ou mettons qu'on se le garde comme on l'avait tantôt. Typo. OK. Ah, c'est vrai, .sort, si on regarde la documentation, ce que ça fait, c'est... excusez. Habituellement, je fais l'autre, j'utilise sorted plutôt que sort. Donc, sort, ça va trier la liste elle-même, donc directement dedans. Donc, il y a deux façons de trier en Python. Il y a soit utiliser la méthode sort du conteneur qu'on utilise. Un conteneur, c'est comme une séquence, un dictionnaire, une liste, un tuple, c'est ce qu'on appelle un conteneur. C'est quelque chose qui sert à contenir d'autres choses. Je pense que peut-être que je n'avais pas donné cette définition-là avant. Donc, values comme ça, mettons que je le mets en liste, juste pour être sûr. Donc, si je fais vals.sort, ça va le trier directement. Si je fais vals égale sorted vals, donc sorted, c'est une fonction, donc pas une méthode qui s'applique directement sur l'objet, mais une fonction qui prend en paramètre quelque chose qui est itérable, donc une liste c'est itérable, puis ça retourne la version triée de cette chose-là. On va le garder comme ça parce que c'est un peu plus simple. Puis ensuite, je veux choisir les n plus grands. Quand on fait sort, ce que ça fait, c'est que ça va le trier en ordre croissant. Donc, mon élément 0, ça va être le plus petit, et mon élément -1, on se rappelle que quand on fait une liste index -1, ça retourne le dernier. Donc, le dernier élément, ça va être le plus grand. Moi, ce que je veux ensuite, une fois que j'ai mes valeurs ordonnées, c'est retourner les n plus grands. Donc là, j'aurais plusieurs façons de le faire. Soit je retourne vals, puis là, on va gosser un petit peu avec l'indexation. Si je veux retourner du n plus grand jusqu'à la fin, les n plus grands, il faut que je retourne, mettons que j'en ai 3, je veux retourner du 3, je veux retourner du troisième avant-dernier
jusqu'au dernier. Si moins 1, ça retourne le dernier, moins 2, ça retourne l'avant-dernier, moins 3, ça retourne l'avant-avant-dernier, donc moins n, ça me retourne le nème dernier. Fait que si je fais moins nombre de valeurs, 2 points vide, autrement dit, jusqu'à la fin, ça devrait me retourner une liste des n derniers éléments de ma liste. Right? Puis en effet, j'ai mes 3 derniers. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils sont dans l'ordre inverse que je veux. C'est bel et bien les éléments que je veux. Hein. Ça, c'est les 3 plus grands éléments de mon dictionnaire, les 3 plus grandes valeurs. Ce que je veux, c'est avoir celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième. On pourrait faire un reverse sur cette liste-là. Donc, si on regarde encore là sur les internets, reverse list, donc, on peut soit utiliser le slicing, donc en utilisant un pas qui est négatif. Je ne suis pas un gros fan de ça. On peut utiliser le point reverse sur la liste. Et on peut utiliser le reversed, qui est une fonction globale. Fait que vous avez vu, on peut faire un point sort sur une liste, mais on peut aussi faire le sorted, mais on peut faire le point reverse et le reversed. Donc, si je fais reversed comme ça, ça va me retourner la liste à l'envers. Donc, ce que je veux, c'est prendre cette liste-là et la retourner à l'envers comme ça. Bien, je vais la retourner sous forme de liste parce que ça, reverse, ça ne me retourne pas nécessairement une liste, ça me retourne un itérable. Fait que juste pour être sûr, je le construis comme ça dans une liste. Mettons que j'essaye avec ça. Ça me donne le plus grand, deuxième plus grand, troisième plus grand. OK, c'est beau. Ça aurait été quoi l'autre façon de faire plutôt que d'avoir un reversed ici? Si je les avais triés dans l'ordre inverse en premier lieu, j'aurais pas eu besoin de les renverser par la suite. Fait que si on regarde la documentation de Sorted, ou la documentation de sort. Puis là, ici, mettons, je vais regarder Python sorted. Sur un site qui a un peu plus d'allure. Je peux lui dire de faire le tri en ordre inverse. Donc, le reverse, ici, si je le mets à true, il va trier en ordre inverse. OK, je vais essayer ça. Donc, je fais sorted, reverse, égale true. J'essaye ça. J'y suis quasiment. Là, il ne faut pas oublier que ce qui va arriver si je fais ça, c'est que je vais avoir mon premier qui est plus grand, mon deuxième qui est le deuxième plus grand, mon troisième qui est le troisième plus grand. Fait que là, ici, mon index, je ne veux plus du troisième avant-dernier jusqu'à la fin. Je veux du début jusqu'au troisième. Donc, je veux du début jusqu'au nème, qui est num_values. Num_values qui va être exclu, bien sûr. Donc, si c'est 0 à 3, ça va faire 0 à 2, c'est ça qu'on veut. Donc là, je n'ai plus besoin du reversed. En fait, je n'ai plus besoin de ça non plus. Je peux le laisser pareil, on s'en fout. Si je regarde qu'est-ce que ça me donne, ça me donne la bonne chose. Donc, quand vous faites votre tri, vous pouvez lui dire de trier dans l'ordre décroissant plutôt que trier dans l'ordre croissant, juste en mettant un paramètre à true ou à false. Par défaut, il est à false, donc il trie en ordre croissant. Maintenant, ça c'est rien de particulièrement compliqué. Je suis probablement capable de juste tout coller ces affaires-là ensemble. En fait, je n'ai même pas besoin de faire de compréhension de liste. Je peux juste empiler ces expressions-là ensemble. Donc, ici, mon vals num_value ici, ben, au lieu de mettre vals comme ça, je vais mettre le sorted qu'il y a là. Puis vals, comment je l'ai construit? Je l'ai construit à partir de dictionary.values. Donc, je vais prendre dictionary.values ici. Et ça me donne la bonne affaire. Fait qu'ici, ces deux lignes-là, j'en ai plus de besoin. Fait que j'ai été capable de faire le numéro en une seule ligne. Sans compréhension de liste, ici, c'est juste en empilant des expressions ensemble. Qui sont lisibles, il n'y a rien d'illisible là-dedans. Je vous dirais que si la ligne se serait étendue jusqu'à là, mettons, peut-être que ça aurait pu être pertinent de mettre ça dans des variables. Il n'y a rien de mal à mettre des choses dans des variables quand on a besoin de valeurs intermédiaires, là, en passant.
Je vous ai montré à faire beaucoup de compréhension de listes en faisant tout sur une ligne parce que j'essaie de façon académique de vous le montrer, là, mais il n'y a rien de mal à mettre des choses dans des valeurs intermédiaires, dans des variables intermédiaires, pardon. Si ça augmente la lisibilité. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ouais, on s'en fout, là. En fait, le list ici, il est pas nécessaire, là. Ça retourne une liste de toute façon. On peut enlever le list. Si on regarde ici, mettons, comment on l'a créé, c'est quoi? C'est get some values? Non, c'est l'autre. C'est greatest values. Si je print le type de ça plutôt que la valeur, ça me retourne une liste. Fait que je sais qu'il construit une liste, donc je n'ai pas besoin d'ensuite le convertir en liste. C'est juste que des fois, par réflexe, ce que je fais, c'est que je fais une conversion dans le conteneur que je veux, en ne sachant pas s'il retourne ce conteneur-là ou il retourne un itérable. Dans ce cas-ci, il retournait directement une liste. Ça, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au prochain. OK, c'est bon. Donc, on passe au prochain. La somme des valeurs d'une liste de dictionnaires. OK. Ce que j'ai besoin ici, c'est à partir d'une liste de dictionnaires. Donc, imaginons que ça, c'est mes 3 dictionnaires que je veux. Ici, dans mon exemple, je les mets dans une liste ensemble. Donc, je ne sais pas d'avance j'ai combien de dictionnaires. Un dictionnaire, c'est une association de clés-valeurs. Je veux connaître la somme des valeurs associées à une clé en particulier. Donc ici, j'ai des dictionnaires qui ont des clés en commun et qui ont donc des valeurs dans chacune de ces clés-là. Je veux savoir c'est quoi la somme de toutes ces valeurs-là. Fait que bien sûr, ici, on assume qu'on est capable de faire une addition sur le type des valeurs. Là, j'ai pris des entiers, donc bien sûr qu'on peut le faire. Avec des strings, ça ferait une concaténation. C'est un peu étrange, mais ça marcherait. Mais ici, on va assumer que c'est des réels. Ou du moins que c'est des types numériques. Fait que je vous laisse un petit 5 minutes pour penser à ça.
Alright, on va faire ça. Alors là, ici, il y a plusieurs solutions. On va faire la solution qui semble assez évidente, celle d'utiliser une boucle en accumulant dans une somme. Donc, mettons que j'ai une somme, que je pars à 0, bien sûr. Donc, pour chaque élément dans mon dictionnaire, donc moi, ce que je veux, c'est juste les... moi, je veux les clés valeurs, mais je veux prendre seulement les valeurs qui sont associées à une clé en particulier. Donc, for, mettons, cov in dictionaries. Donc, plutôt ici. Pour D dans le dictionnaire. Donc, pour chacun des dictionnaires, si la clé passée en paramètre est dans le dictionnaire, somme plus égale dictionary key, comme ça. Donc, c'est important de faire cette vérification-là, parce que si on fait juste somme plus égale dictionary key, ce que ça va faire, c'est que ça va essayer de créer cette valeur-là dans le dictionnaire. Parce qu'on se rappelle que l'indexation avec les dictionnaires, avec les crochets, ça crée une valeur s'il n'y en a pas déjà une. Donc, si on vérifie d'abord, puis là, ensuite, ben, on retourne notre somme. Dictionaries avec un typo dedans, bien sûr. Je vais corriger les typos dans exercice version prof avant de vous les donner. Ici, c'est juste D, bien sûr. OK, c'est bon. Il y aurait moyen de faire ça en une seule ligne en utilisant de la compréhension de liste. Imaginons qu'au lieu d'accumuler notre somme à mesure, ce qu'on fait, c'est qu'on met les valeurs intéressantes, donc celles qui ont besoin d'être sommées, dans une liste. Donc ici, values.append. Puis qu'ensuite, on retourne la somme de ces valeurs-là. Donc, en Python, il y a la fonction somme. Là. Une petite recherche sur Internet nous l'aurait dit assez vite, comment faire la somme d'une liste de nombres. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je mets toutes les valeurs intéressantes dans une liste et ensuite, je fais la somme de cette liste-là. Ça fait essentiellement la même chose. Ça, on a l'air, étant donné qu'on crée une liste, là j'ai une liste avec un for, un if puis un append, on connaît ce pattern-là, on est capable de transmettre ça, plutôt de traduire ça en compréhension de liste. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc, je prends ce qu'il y a à l'intérieur ici de ma boucle. Donc ça, c'est mon expression. Ensuite, ma boucle. Ensuite, mon if qui dit si je l'inclus ou pas. Donc, cette expression-là, je veux juste aller la chercher si l'élément est présent dans le dictionnaire. Puis, je retourne ça à la place. Ça me donne le bon résultat. Je n'ai plus besoin de tout ce code-là. Donc là, encore là, j'ai réussi à le faire en une seule ligne. J'ai mis tous les éléments dont j'avais besoin dans une liste, puis ensuite, j'ai sommé la liste. Maintenant, vous pourriez dire que ce n'est pas aussi efficace que des accumulés à mesure dans une boucle, certes, mais d'un point de vue algorithmique, ça revient au même. Ça n'augmente pas la complexité algorithmique de la chose, ça rend juste ça généralement plus long. Donc, on a la même complexité, mais juste qui prend plus de temps. Qui est habituellement ce qu'on vise comme optimisation en Python. Des petites optimisations de genre « Ah, je copie des éléments de trop », qui ne sont pas des optimisations algorithmiques, on va les faire si on voit qu'on en a besoin. Mais le Python, ce n'est pas un langage qui est orienté vers la pure performance. Si vous avez vraiment besoin de performance puis de contrôler tout ce qui se passe, vous codez en C ou en C++. Avec potentiellement quelques lignes d'assembleur un petit peu partout. Ça m'est déjà arrivé. Est-ce qu'il y a des questions pour ce numéro-là? Ou en fait pour les exercices d'aujourd'hui, parce qu'on a terminé, on en avait 5 à faire, puis on les a fait les 5. On va essayer de voir si les tests passent. Probablement qu'ils ne passent pas à cause qu'il y a des typos. Ah non, ils passent. OK, fait que je m'excuse des typos qu'il y avait dans exercice.py. Ils vont être corrigés dans exercice version prof, mais ils ne vont pas être corrigés dans exercice.py parce que l'exercice.py est à vous, puis je ne veux pas y toucher.
Parce que sinon, après ça, vous devriez les merger ensemble, puis ce serait pas le fun. Fait que là, ça se peut que les tests soient un peu brisés juste à cause des typos. Hein? Pas l'air d'avoir de questions. Hein? Je pense que... faut dire que j'ai pas pris les exercices les plus difficiles que je pouvais faire là, aujourd'hui. On va essayer de faire quelque chose qui se tient un peu plus debout séance prochaine. Mais, en tout cas, ça vous a montré un peu les concepts des dictionnaires. Fait que sur ce, merci d'avoir assisté au cours aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour faire d'autres exercices sur les séquences, donc les listes, les ensembles et les dictionnaires. Puis ensuite, plus tard dans la semaine prochaine, on va commencer les fonctions. Donc sur ce, bonne fin de journée à tous et on se voit la prochaine fois.